C'est bon, messieurs, quand vous voulez. Super. Merci à toutes, à tous de bien remplir cette salle. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Après quelques sessions de la PPFS en ligne uniquement. Donc aujourd'hui, avec Jean-Rémy, ça va être un retour d'expérience sur la mise en place du low-code chez GSF, qui a commencé en début 2021. Donc pour ma part, Jeff Angama, architecte solution, MVP depuis 2 ans aussi. Donc je travaille au sein de l'équipe environnement digital de travail, EDT. Et Jean-Rémy, je vais te présenter. Et Jean-Rémy Galapon, donc je suis responsable produit chez GSF au sein de l'environnement digital de travail, donc autour de tout ce qui va toucher le low-code et aussi l'ouverture de services Microsoft 365. Merci. Donc, recette du jour, agenda du jour, une introduction pour le contexte, les enjeux, le pourquoi du low-code chez GSF, les grandes étapes de cette mise en place, l'équipe low-code et ses moyens pour arriver à gouverner cette démarche, les réussites et les écueils, c'est le but d'Arex, on vous donne un petit peu les plus, les moins. Et enfin, les prochaines étapes pour les mois, années à venir. Donc, GSF, c'est une société fondée il y a 60 ans autour des services de la propreté. On adresse tout un tas de clients de plusieurs industries, aéroportuaires, énergie, nucléaire, tertiaire, donc avec une démarche de proximité. 40 000 employés, donc ça représente à peine, on va dire, 5 000 employés qui ont des comptes informatiques. Donc pour nous, c'est quand même du travail, mais bon, c'est quand même à prendre en compte dans une démarche low-code, le nombre d'employés que vous allez adresser. Et on adresse vraiment les clients avec une démarche sur mesure, puisque chaque industrie a ses spécificités, d'où ce besoin en fait, d'avoir des solutions répondant rapidement aux besoins des clients. Donc en termes d'objectifs, avec la plateforme, c'était de donner des outils clés en main finalement aux référents nouvelles technologies, donc nos digital champions, qui vont être eux-mêmes acteurs de la transformation digitale, puisque comme on le sait, la DSI a des moyens limités, et avec tous ces outils groupes à mettre en œuvre, il nous faut une force du terrain pour moderniser les outils, faciliter les usages au quotidien. Donc l'existant avant la démarche low-code chez GSF, comme toute entreprise, on a des risques de shadow IT avec des applications qui peuvent ne pas respecter certains critères de RGPD, sécurité, ça arrive nouveau. Des fichiers Excel avec du code macro, par exemple, qui peut présenter certains risques, et avoir des limitations fonctionnelles aussi, surtout quand on va se connecter à plusieurs personnes dessus ou éditer à plusieurs dessus. Beaucoup de process papier encore, qui vont du coup impliquer les transports de papier. On a beaucoup de process avec du papier, donc ça c'est vraiment l'existant. Et le terrain va être très moteur sur des besoins de solutions sur mesure. Donc la réponse qu'on a misée, ça va être le low-code. Donc c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on en est où? On a une trentaine de projets low-code en cours. Donc avec nos digital champions ici présents. Merci pour votre soutien. 6 applications ProDev donc réalisées par la DSI. Vous allez voir que certaines nous viennent de nos citizen développeurs qu'on a pu transformer au niveau groupe. Et du coup, ça fait un total de 30 applications aujourd'hui. Mais ça va en grandissant. Il y a peut-être celles qu'on n'en a pas déclarées. En tout cas, elles sont là. En termes de technologie utilisée, nous, on a misé sur Power Apps, Power Automate, SharePoint. Venez, il y a de la place sur les côtés. Merci. Dernier bus. Donc, on a misé sur les outils no-code aussi, Forms, List. C'est des outils qu'on juge très importants parce que très simple d'accès, sans formation. Et on peut répondre à des besoins low-code, besoins du terrain, pardon, avec ces outils. On n'est pas encore sur Dataverse. La plupart de nos besoins répondent avec les technologies que vous voyez là, comme SharePoint. Mais on va y venir puisqu'on va devoir mettre à l'échelle des applications pour plusieurs de nos sociétés. Quelques exemples d'applications qui ont été réalisées. La première, par exemple, c'est une application, une calculatrice pour calculer le volume de produits à mettre dans des canons à mousse pour nettoyer. La deuxième, c'est pour tracer des pièges dans le cadre des prestations 3D, la dératisation, désinfectisation. Et le troisième, désinfectisation. Merci. J'ai découvert ce métier quand je suis arrivé chez GSF. Et tracer les anomalies qu'il peut y avoir sur la voirie, donc là de prestations de GSF. On voit qu'il y a un nid de poule, et ben on remonte directement au client. Et ça lui fait. GSF, finalement, sont les yeux du client.
Et enfin, tracer les visites dans le cadre du suivi commercial avec cette application tout à droite. Donc là, il n'y a pas trop de design. On a mis en place un modèle par la suite chez GSF à suivre. Là, le Citizen a passé un peu plus de temps à mettre en place une application de suivi des clients et de prospects. Donc là, c'est vraiment abouti. Chapeau au niveau UX UI. On est capable de faire ça. Donc on voit qu'il y a eu de l'engouement. Donc en termes de grandes étapes pour mettre cela en place, donc on a créé un centre d'expertise no-code, low-code, centre d'excellence, nous on l'a un petit peu renommé. Pourquoi garantir une cohérence au niveau du système d'information, comme vous le savez, tout ce qui est référentiel, rapport Power BI, etc. Il faut qu'il y ait une garantie du système d'information, cohérence. Un cadre pour pouvoir sécuriser, maîtriser, faire évoluer la plateforme, activer les bons connecteurs quand il y a une demande. Donc ça, c'est le rôle de notre DSI. Et surtout, accompagner, animer, motiver nos citizen développeurs et leur donner de l'aide au quotidien pour les accompagner dans la création de ces applications, qui peut être parfois un peu compliqué. Donc, Microsoft parlait ce matin des Fusion Teams, c'est vraiment l'idée qu'on a, c'est qu'on travaille avec eux pour au quotidien créer des applications. Donc le but, c'est vraiment de faciliter le déploiement low-code pour, de toute façon, s'ils le font, si nous on ne le met pas en place, ils vont de toute façon trouver des solutions, c'était déjà le cas avant d'ailleurs, chez Google, et là, il n'y a pas du tout de suivi par la DSI sur ces sujets-là. Donc une des premières étapes, quand on a dit on va créer ce centre d'expertise no-code, low-code, ça va être quoi les missions de ce centre d'expertise? Nous, les missions qu'on a identifiées à ce jour, ce sont celles-ci. C'est d'instruire, encadrer, accompagner. Ce n'est pas une liste exhaustive, on va la faire évoluer si besoin. C'est faire de la veille, c'est définir une stratégie qui peut bouger aussi au fur et à mesure du contexte. C'est exploiter la plateforme. Bientôt, on va ouvrir un connecteur supplémentaire, par exemple, pour générer des PDF. Donc ça, c'est les missions qu'on s'est données et qu'on fait évoluer au niveau de ce centre d'expertise. Jean-Rémy, je te passe la main. Oui, alors, on a commencé à le dire, nous, notre démarche low-code, c'est avant tout une communauté digitale. Le low-code, finalement, c'est qu'un des piliers de notre communauté digitale, avec nos champions, nos référents nouvelles technologiques. Donc, au-delà du low-code et du no-code, on a toute une démarche autour de l'IoT, autour de l'intelligence artificielle, qui sont animés à travers cette communauté. Donc, on va avoir des citizens qui vont faire du no-code, low-code, mais qui vont aussi travailler sur des sujets IT, intelligence artificielle et IoT. La première des choses qu'on a faites, c'est de se dire, on se pose, on réfléchit à la démarche. On n'a pas ouvert la Power Platform en disant c'est parti, c'est un gros POC et on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, pourquoi déjà est-ce qu'on voulait faire du low-code? Donc, on s'est posé, on a réfléchi là-dessus. Et cette réflexion, ce n'est pas juste l'IT, ce n'est pas juste la DSI qui se pose, c'est les sponsors, les métiers, donc c'est la direction générale, la DSI, les métiers, le terrain, pour se dire, le low-code, ça a l'air d'être intéressant, pourquoi est-ce qu'on irait, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce que ça va nous apporter comme valeur, et est-ce que c'est surtout quelque chose de différenciateur dans notre transformation digitale? Parce que si ça n'apporte pas grand-chose, ça ne sert à rien d'aller là-dedans, on sait faire notre métier déjà. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ensuite, bien sûr, la question de la gouvernance. Cette démarche low-code, qui va être responsable de quoi? À quel moment c'est la DSI qui gère, qui décide des sujets? À quel moment on laisse la main au métier? Quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, qu'on travaille ensemble? On a parlé des fusion teams. Les mises en production, le passage à l'échelle, les ops, d'une manière générale, et tous ces sujets. Derrière, ça veut dire des RACI, des responsabilités et une organisation. Les activités du quotidien, donc des différents acteurs. On a des acteurs, on le verra un peu plus tard, côté DSI bien sûr, puis on a aussi côté citizen. On a tendance à oublier dans les démarches low-code que le citizen développeur, c'est quelqu'un qui a un métier, et ce métier, c'est pas de faire du low-code. Donc au quotidien, il a des objectifs, il a une activité professionnelle, et on lui demande finalement en plus d'aller faire des apps. Donc ça, on en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la construction de la démarche. Le processus, comment faire les choses, les faire faire. Est-ce qu'on se fixe une gouvernance et des étapes et des process très rigides, plutôt souples? Donc ça, c'est des questions aussi qu'on s'est posées. Est-ce qu'on ouvre tout de suite tout à tout le monde, ou est-ce qu'on réduit? On a fait ce choix
d'avoir une communauté citizen très réduite au démarrage. Et enfin, comment est-ce qu'on supervise notre plateforme, notre démarche low-code en termes d'évolution de l'adoption, de la maturité, comment on avance ensemble et finalement comment on itère, on s'améliore. Et tout ça, finalement, c'est une espèce de document de référence. Alors, il n'y a pas 300 pages, hein, c'est un PowerPoint qui doit faire trentaine de pages. Une trentaine de slides. Voilà. Et ça, c'est notre document de référence. Et il vit très régulièrement. On se revoit avec les métiers, avec la DSI. Et on se dit qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on adapte, parce que ça ne marche pas, ça marche. Comment on continue d'améliorer cette gouvernance. Donc, ce n'est pas une Bible qu'on ne touche plus, c'est que ça vit. Juste une précision sur ce document. La première version, elle a dû nous prendre une vingtaine d'heures à 3 personnes pour créer cette première version. Ça a permis un peu de confronter nos idées et de trouver finalement une idée commune pour cette première version de la gouvernance. Et on est revenu dessus quelques mois plus tard pour dire, ah ben là, c'est un peu trop long niveau validation, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est vraiment quelque chose à faire évoluer et qu'après, vous pouvez mettre à disposition des citizen développeurs sur un site d'aide, par exemple, qui soient aussi, eux, conscients de tous ces enjeux, de ce process, de ces règles qu'on s'est mis finalement pour encadrer tout ça. Toute cette démarche, elle s'appuie sur de l'accompagnement aussi et une animation de la communauté. Avec deux choses qui aujourd'hui sont essentielles dans notre démarche, c'est d'une part un cycle de formation. Jeff a parlé tout à l'heure des bases. Et pour nous, les bases, ce n'est pas Power Apps, ce n'est pas pour Automate. Le low-code, il commence avec List, Forms, SharePoint. Voilà, c'est ça la première marche pour commencer dans la Power Platform. Donc 5 jours de formation autour des sujets que vous voyez ici, très centrés Power Apps, Power Automate quand même après dans la formation. Sur 2023, on va ajouter des briques avec Power BI, avec Power Virtual Agent dans le cursus, mais on commence petit et doucement. Et puis également un rendez-vous tous les mois, le dernier vendredi du mois, c'est le rendez-vous low-code mensuel, 45 minutes, dans lequel on parle des événements, on parle des nouveautés, on échange, on parle technique aussi. C'est-à-dire qu'on fait des démos et des retours d'expérience techniques sur comment est-ce qu'on peut faire ça avec Power Apps, avec Power Automate, etc. Et puis surtout, on met en avant ce qui a été fait. Nos citizens réalisent des apps, des flux, tout un tas de choses. Ils présentent comment ils l'ont fait, les galères qu'ils ont rencontrées, ce qui a été facile à faire. Et finalement, ça permet aux autres de voir déjà ce que les collègues font, donc de le réutiliser éventuellement plus tard. Et puis aussi de mûrir ensemble et de grandir ensemble sur la maturité et sur la montée en compétences sur cette plateforme. Et un des moyens aussi qu'on a mis en œuvre, grâce à cette communauté digitale, on s'est tous retrouvés en avril, c'est important de se voir en présentiel bien sûr. On a fait un hackathon avec de belles applications en quelques demi-journées entre nous. Et là aussi, la PPFS, ça fait partie de ce deuxième séminaire. Donc on se retrouve et du coup on échange avec des professionnels comme vous et entre nous et on alimente ces connaissances. En plus des rendez-vous mensuels, étant donné qu'on est un peu tous dispatchés en France, ça permet de se retrouver. C'est avant tout humain, je trouve, d'animer toute cette communauté et de motiver tout le monde. Alors, on ne va pas regarder chaque case, hein, mais finalement, l'idée à retenir derrière cette démarche, c'est qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les citizens peuvent faire leurs apps et puis on verra bien ce qui arrive? Ou est-ce qu'on veut un petit peu cadrer les choses? Le postulat de départ, c'est que finalement, on a une idée qui vient du terrain. Et ça, c'est important. Ce n'est pas la DSI qui sait ce qui est bon pour améliorer les process terrain et rendre le travail plus efficient. Donc, l'idée, elle arrive du terrain. Cette idée, ce qu'on demande, nous, à nos citizens, à nos champions, c'est déjà de se renseigner dans le catalogue d'applications qui a été fait par les collègues, si ça n'existe pas déjà, et puis de communiquer avec leurs autres collègues pour savoir comment ils l'ont fait, s'ils peuvent la réutiliser, etc. Ensuite, ils vont créer une fiche, en fait. Ils vont dire, voilà mon besoin. Ça va toucher 3 de nos sociétés ou 17 établissements. Il va y avoir 5 utilisateurs. J'ai besoin d'un mode hors ligne. On essaie de recueillir un petit peu les besoins macro avec des chiffres, des contraintes, des exigences. On n'est pas sur un cahier des charges détaillé, hein, c'est vraiment un formulaire qui se remplit en 5 minutes. Et à partir de là, c'est là que la DSI et l'équipe low-code en fait intervient. C'est-à-dire que nous, on a ce besoin, on va échanger avec le citizen pour affiner ce besoin. Et puis on va lui dire, écoute, maintenant nous on regarde en interne si d'un point de vue sécurité, RGPD, c'est bon.
si déjà c'est faisable et pertinent de le faire en low-code, s'il n'y a pas déjà un outil groupe qui existe, parce que parfois on a des outils groupes. Bref, toutes ces questions qui fait qu'à la fin, on a un comité qui s'appelle le CALC, un comité d'architecture low-code, qui va donner une espèce de go, no-go, en disant c'est bon, tu peux démarrer ton projet, ton app, ou alors pas du tout, parce que, et on justifie, ou alors tu le démarres, mais ça va se faire avec nous, parce qu'on est dans l'optique Fusion Team. Il y a des choses que tu vas faire, et il y en a d'autres, la DSI va prendre le relais, parce qu'il y a un référentiel de données, il y a des choses un peu plus complexes à mettre en place. Voilà. Et ensuite, une fois que le projet démarre, l'équipe low-code, elle est là pour accompagner sur un affinement fonctionnel, UX, UI, la technique bien sûr. Et au quotidien, on est disponible et on est avec eux pour qu'ils puissent nous contacter et avoir des personnes dans l'équipe qui les dépannent pour les faire avancer. Donc ce matin, à la plénière, il y avait une personne de Microsoft qui parlait de cette décision au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne, si je traduis bien. Nous, c'est un peu ça notre cadran d'aide à la décision. C'est finalement, on s'est inspiré de Gartner pour ce diagramme, c'est si c'est une application simple qui impacte que moi et mon collègue, on ne va pas les embêter avec de la gouvernance, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, dès qu'on passe à des applications qui concernent un département, plus de 20 personnes, où il y a du mode hors ligne, du workflow, des mails qui partent, enfin des choses un peu plus complexes, là, on va plus les accompagner et leur donner un peu les guidelines et les risques. Attention. Et aussi, ça va être dans cette catégorie orange, par exemple, on va par exemple dire, vu que cette application est assez critique, c'est la DSI qui va la reprendre et qui va en assurer le support. En rouge, on est sur des apps complexes avec une population entreprise. On va aussi, par exemple, plus les accompagner et peut-être se dire, cette application, on va la prendre comme un outil groupe. Et tout en haut à droite, ça va être les applications qui potentiellement, d'office, on va dire que c'est un outil groupe ça. À moins que tu sois OK, tu peux faire ton app, mais considère qu'elle soit jetable. Il y a souvent ce cas-là. Et si le Citizen Dev juge que c'est opportun de faire cette application parce que ça lui prend 10 heures versus passer 30 heures au papier ou sur un Excel, il va le faire. Au moins, il sait que les règles, c'est que c'est du jetable et que demain, il y aura un outil groupe pour tous les risques qu'on a présentés tout à l'heure. Ce sera la direction de cette application. Ça, c'est quelque chose qui est important dans notre démarche, c'est ce côté être conscient que ce que je fais est potentiellement jetable. On a toutes les semaines des exemples comme ça. On a eu beaucoup de demandes autour de la gestion de la relation client, ces choses-là. On a Dynamics qui est en cours de déploiement, mais en attendant que Dynamics soit là, début d'année prochaine, nos citizens ont pu faire leurs apps de suivi et de gestion de la relation client, tout en étant conscients que quand Dynamics arrivera, ça va probablement en grande partie remplacer leurs apps et elles seront jetables entre guillemets. Qui sait, je pense qu'il y aura des fonctionnalités qui auront donné des idées dans ces apps low-code pour ajouter à la roadmap du CRM. Ouais, ça a déjà été le cas d'ailleurs. Voilà. Des échanges, des apps Citizen finalement ont montré que côté Dynamics, il y avait peut-être des choses qui n'avaient pas été prévues et qu'il faudrait les intégrer dans la roadmap. Côté jalon, planning, finalement, il y a trois choses à retenir dans notre démarche, au-delà de tout ce planning détaillé, finalement, c'est on pense gouvernance dès le début. C'est pas on ouvre et puis on fait de la gouvernance petit à petit, c'est la gouvernance, elle est réfléchie au départ. Un choix fort d'avoir peu de citizens au départ, une cinquantaine de personnes, et on vous expliquera pourquoi et après comment on évolue. Et très fort, l'animation de la communauté pour la faire vivre, pour la pousser à faire, à créer, à échanger et à partager. Équipe low-code, donc comment on s'organise aujourd'hui? Comme vous l'a dit, il y a la communauté digitale. Et à la DSI, donc on a une équipe, la core team, on va dire, moi-même, Jean-Rémy, des personnes autour de l'UX UI, des développeurs pour la réalisation d'applications, donc c'est côté pro-dev. Mais aussi, c'est vraiment une démarche d'entreprise. Donc on a un sponsoring fort de notre direction, de notre DSI. On implique évidemment le RSSI, le DPO, pour chaque application potentiellement risquée. On va aller les consulter, prendre leur avis. L'architecte d'entreprise aussi, qui apporte une cohérence sur toutes les applications qui sont déployées au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, c'est même lui parfois qui nous apporte des projets entre guillemets pro-dev, parce qu'il a identifié que c'était éligible. Donc cette équipe, elle est, en termes d'outillage aujourd'hui, pour vous donner des exemples,
On vous a parlé tout à l'heure du catalogue d'applications. Donc là, c'est une liste SharePoint. On aurait pu faire une Power Apps, mais on est très pragmatique, on n'a pas trop le temps. Donc avec SharePoint, ça correspond bien aujourd'hui. Donc le Citizen Developer saisit son idée. Dès lors de l'idée, il va se saisir dans cette liste. Et comme ça, tout le monde va être au courant. Et ça va permettre des fois de créer des équipes qui vont travailler communément sur la même idée. Et après, ils vont changer de statut s'ils passent en cours de développement ou en production. C'est grâce à ça qu'on va appliquer notre gouvernance au final. Un deuxième outil, ça va être, c'est pas très joli, mais ça fait bien le taf. C'est un Power Automate qui est à disposition dans les modèles de Power Automate, qui va vous notifier quotidiennement quelles sont les applications Power Apps, Power Automate qui ont été créées. Donc bien sûr, il y a du test, etc. Mais après, on va pouvoir, nous, DSI, contacter la personne. As-tu besoin de formation? As-tu besoin d'accompagnement? Est-ce que tu as cliqué par erreur? Et voilà, ça peut arriver. Sinon, s'il te plaît, saisis dans la liste que vous avez vue précédemment. Et comme ça, on va pouvoir mettre en place cet accompagnement, le mettre en lien avec les bonnes personnes, va peut-être parler au DPO d'abord, parce que là, il y a peut-être un enjeu RGPD sur ton app. Voilà, c'est pas trop ça peut être vu comme de la surveillance, mais c'est plutôt dans le cadre de l'accompagnement de ce déploiement. Donc chez nous, on n'utilise pas encore le CO Microsoft, qui est très populaire, on va dire, parce qu'on n'a pas eu cette démarche, on n'a pas ouvert à 5000 personnes. Je trouve que le CO, c'est quand on arrive plutôt en réactif, où on veut voir un peu qui a créé les apps, qu'est-ce qu'elles font, etc. Qui sait, quand on ouvrira à plus large échelle, on l'installera et on l'exploitera plus. Et le fait aussi qu'on ne soit pas sur Dataverse fait qu'on n'a pas encore besoin des outils qui font partie de ce CO. Maintenant, les points positifs avant les écueils. Le bilan. Hein. On va commencer par parler des réussites. Déjà, le fait d'avoir décidé de mettre en place un dispositif d'assistance, vraiment, c'est une petite équipe aujourd'hui qui est dédiée à échanger, à donner la priorité aux citizens. Ils ont une question, ils ont un problème, un besoin, une idée. Cette équipe-là, elle pose ce qu'elle est en train de faire et elle se rend disponible pour eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui fonctionne bien. Une autre chose qu'on a mis en place, c'est l'externalisation des formations Power Platform. On a eu une réflexion à un moment donné, donc on travaillait déjà au début avec DevPoint sur les formations, puis on s'est dit, mais finalement, ça ne serait pas pertinent en interne de faire les formations. On a les compétences dans l'équipe low-code. Et puis on s'est dit, mais finalement, le temps qu'on va passer à former, on ne va pas le passer à assister. Donc déjà, avoir un partenaire pour les formations, c'est déjà pertinent. Puis en plus, ce partenaire-là, il travaille avec beaucoup d'autres entreprises. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir des retours d'expérience. Dire, tiens, à la SNCF, ils ont fait comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça s'appliquerait chez vous? Ou chez Total Energy, ils ont fait comme ça, et ainsi de suite. Donc, avoir finalement les formations en externe nous permet de garder une ouverture sur le monde et de nous libérer un petit peu du temps pour le reste. Le côté ProDev et le passage à l'échelle d'applications, on a eu plusieurs cas justement d'applications Citizen qui fonctionnaient et qui avaient leur petit succès dans leur coin. Et puis ça commençait à se savoir et on allait voir le Citizen en disant maintenant c'est peut-être le moment de faire grandir ton application. Et donc on l'a repris côté DSI, un petit coup d'UX, voilà, mais rien de bien méchant. Et puis on l'a déployé pour que ça soit pour tout le groupe disponible à beaucoup plus large échelle. Et donc ce genre de situation, il est fréquent et ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir et avoir des équipes ProDev pour faire cette revue de qualité et faire le passage à l'échelle, c'est aussi important. Une communauté digitale dynamique et soudée, hein, on en a parlé beaucoup. Le fait de se voir physiquement, régulièrement, c'est le rassemblement. Tout le monde vient de sa région en France, autour d'événements, autour de moments conviviaux aussi. On parle boulot et on se voit aussi en dehors du boulot le soir, voilà. Donc ça, c'est important. L'implication de certains de nos clients finaux dans la démarche aussi. On a voulu expliquer à des clients de GSF, chez qui on fait du nettoyage et du service, pourquoi on était dans cette démarche locale et quelle valeur ça allait amener pour eux, finalement. Et on a eu des clients qui ont été très intéressés par cette démarche et qui nous ont dit, mais on va s'impliquer aussi, c'est-à-dire
vos citizens, vos référents nouvelles technologies qui sont sur le terrain chez nous, enfin, voilà, ils vont remonter des idées, mais nous aussi, on veut vous remonter des idées pour ensemble améliorer les processus de service et d'intervention de GSF chez nos clients. Et on a déjà des applications qui sont le fruit de cette réflexion, finalement, DSI, citizen et client final pour améliorer le quotidien. C'est une démarche d'entreprise avant tout. On l'a déjà suggéré pas mal de fois, mais avoir des sponsors de la direction dans les métiers, c'est super important. Et puis, c'est pas parce qu'on fait du low-code qu'on oublie toute idée de gouvernance, de documentation, de gestion des sources. Donc, on n'oublie pas tout ça, on l'adapte aux spécificités du low-code et à l'agilité, mais on garde cette gouvernance. On va parler des écueils pour essayer de rester dans le timing. Voilà. Premier écueil, le manque de temps des citizens pour réaliser. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, on oublie souvent que les citizens, ils ont un métier qui n'est pas de faire du low-code. Donc ça, c'est un écueil. On essaie de le résoudre. Le problème, il n'est pas encore résolu. Et donc, on travaille sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos citizens puissent se dégager du temps pour se poser, faire des apps, et ainsi de suite. Et vous savez tous, ceux qui font du low-code, que si on ne pratique pas régulièrement, ça se perd et on perd finalement tout l'acquis qu'on avait gagné. On a eu quelquefois des citizen dev un petit peu perdus parce que dans notre démarche, on a oublié qu'on a des citizens qu'on a fait grandir, qu'on a formés et qui font leurs apps. Puis on a des nouveaux qui arrivent et on veut les faire monter sur la 3e marche tout de suite au même niveau que les autres et on oublie que finalement, il faut aussi les faire débuter par la 1re marche de l'escalier et leur laisser le temps de rejoindre les autres. Donc attention à ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Temps de validation des projets parfois trop long, entre le moment où l'idée qui germe et le moment où ça arrive en prod, on voudrait qu'il se passe 1 semaine, 2 semaines maximum. C'est un peu la promesse du low-code et de ses facilités. Et des fois, on a des échanges, notamment autour des process, de la sécurité, du RGPD, tout ça, qui peuvent faire des allers-retours et prendre du temps, et ça peut paraître frustrant. Donc, on travaille pas mal à essayer de réduire ce temps-là. Un besoin important d'accompagnement. Il faut être présent, il faut avoir des équipes dédiées. Je l'ai dit, c'est un succès, mais c'est très chronophage. Donc voilà, il faut mettre les moyens d'accompagner, d'être présent, et c'est vraiment une des clés du succès. Donc en prochaine étape à venir, maintenant qu'on a un bon socle de citizen développeurs formés, ce sera d'étendre, pourquoi pas, des services du siège, juridiques, etc., pour avoir encore plus de champions, on va dire, pour après pouvoir potentiellement un jour atteindre les 5000 qui sont équipés en outils informatiques aujourd'hui. Après, ce sera aussi d'ouvrir de nouveaux outils comme Power BI très bientôt, Power Virtual Agent et des connecteurs premium sur Power Automate, par exemple. Mesurer la maturité. Oui, mesurer, voilà. Savoir où en est la communauté en termes de maturité pour l'accompagner de manière fine. Et puis aussi, à travers ces chantiers-là et tout ce qui est ouverture de service Microsoft 365, on s'est aussi rendu compte qu'on avait dans notre système d'information un certain nombre d'applications qui avaient vécu, qui sont obsolètes, qui sont sur d'anciennes techno. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un certain nombre d'entre elles qui seraient pertinentes de refondre en low-code. Et du coup, le sujet refonte ProDev, c'est un sujet pour 2023. Voilà, c'était très dense. En tout cas, je voulais remercier GSF déjà. C'est une chance d'avoir autant de personnes motivées. Sans citizen développeurs, je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de démarche. Merci en tout cas à tous les sponsors, les associations, notre modérateur. Et puis, pour toute question, on est à disposition. Commentaires. J'ai en priorité une petite question qui est online. Yes. Parce qu'après, vous pourrez peut-être les recroiser pour poser vos questions. Super. C'est quel rôle pour les champions et comment les onboarder pour les rendre autonomes sur l'accompagnement des citizen dev? En combien de minutes? Non, on n'a pas encore mis dans le rôle de nos digital champions aujourd'hui d'accompagner de prochains citizen dev. Mais en tout cas, si c'était à faire. Ouais, non. Ce qui est important, c'est que le champion, nos citizens d'aujourd'hui, déjà, leur rôle, c'est de remonter des idées du terrain. Parce que ce n'est pas la DSI qui va comprendre quel est le besoin du terrain. Et nous, on les aide à réaliser ces idées. Ensuite, dans la 2e étape, quand on va étendre
ben, on compte bien sur ces champions qui sont devenus des experts de la Power Platform pour être notre relais et devenir un peu les référents et les aidants des futurs citizens à venir. Donc, on y réfléchira en temps voulu. On attend encore la réponse. C'était la seule question. Merci. Merci à vous. Si vous voulez, il y a Monsieur Bachela qui est là, qui est une gentille âme qui se propose de vous ramener jusqu'à là-bas dans le périple.